Infection de plaie du pied chez le patient diabétique, IPPPD. Mise à jour des recommandations de pratique clinique, la définition du pied diabétique infecté et S et forme clinique. Le pied diabétique reste un véritable fardeau pour les patients et notre système de santé. L'infection est définie comme l'invasion et la multiplication de micro-organismes dans les tissus de l'hôte, induisant une réponse inflammatoire suivie d'une destruction tissulaire. La quasi-totalité des IPPPD surviennent suite à une brèche cutanée, habituellement sur le site d'un traumatisme ou d'une ulcération, le plus souvent chez un patient atteint de neuropathie périphérique et fréquemment d'une artériopathie périphérique. La plaie étant souvent colonisée par des micro-organismes, une infection ne peut être définie par les seuls résultats de culture de plaie. Le diagnostic est clinique et repose sur la présence d'au moins 2 des signes suivants: augmentation de volume, induration, érythème périlésionnel, sensibilité locale ou douleur, chaleur locale ou présence de puces, recommandation forte mais faible niveau de preuve. La dermo-hypodermite bactérienne est l'atteinte de l'hypoderme. La symptomatologie se caractérise par des signes locaux, rougeur initialement périlésionnelle, puis diffuse. L'hyperthermie, la traînée de lymphangite et les adénopathies satellites sont parfois absentes chez le diabétique. La dermo-hypodermite bactérienne nécrosante est caractérisée par la nécrose tissulaire de l'hypoderme et secondairement du derme. L'atteinte de l'aponévrose superficielle définit la fasciite nécrosante. Elle se traduit par des décollements cutanés et une coloration violacée des téguments, sans pus ni abcès. La dégradation rapide de l'état général, la survenue d'une insuffisance rénale, l'extension subite des lésions, l'hypoesthésie cutanée, difficile à repérer chez le patient neuropathique, et l'existence d'un décollement tégumentaire sont autant de signes d'alarme. La gangrène humide est définie par des tissus nécrotiques noirâtres. Elle est rapidement évolutive avec décollement et issue de pus grisâtres d'odeur nauséabonde, pouvant aboutir à une dégradation rapide de l'état général avec sepsis, déséquilibre métabolique et insuffisance rénale. Les collections purulentes peuvent se présenter sous la forme d'abcès, forme collectée, ou de phlegmons, forme circonscrite par les structures tissulaires, dans les parties molles du pied, voire de la jambe. La sévérité de l'infection sera jugée d'après la classification du consensus international sur le pied diabétique. Compte tenu des implications diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques importantes associées à l'ostéomyélite, nous avons choisi d'indiquer séparément la présence d'une infection osseuse à la suite du numéro du grade, 3 ou 4. Bien que ce cas soit peu fréquent, une infection osseuse peut être présente en l'absence de signes inflammatoires locaux. Dans ce cas, le pied doit être classé comme étant infecté, soit de grade 3 infections modérées en l'absence de signes de SRIs, soit de grade 4 infections sévères, en présence de tels signes. La présence d'une ostéomyélite ne peut être classée en grade 1, non infectée, ni en grade 2 infections légères. Les études tendent à prouver une association entre la sévérité de l'infection, d'une part, et des taux élevés de marqueurs inflammatoires, une probabilité accrue que le patient soit hospitalisé pour recevoir un traitement, une durée d'hospitalisation plus longue, une probabilité accrue, une fréquence supérieure d'amputation du membre inférieur et un taux supérieur de réadmission. Des prélèvements répétés sont conseillés en CA d'évolution défavorable ou si l'état septique du patient s'aggrave. Ils doivent être acheminés le plus rapidement possible au laboratoire de microbiologie dans des milieux de transport adéquats. Les échantillons doivent être ensemencés sur des milieux traditionnels et incubés à 37 degrés C. Pour les échantillons provenant de tissus profonds et d'aspiration, des cultures en anaérobiose seront aussi. Personne présentant un diabète et une infection du pied, convient-il d'hospitaliser? Il est recommandé de proposer une hospitalisation en cas de fièvre, de QIA SOFA supérieur de 2 ou devant les signes locaux suivants. Plaie s'étendant au tissu sous-cutané, fascia, tendons, articulations, os dermo-hypodermite rapidement progressive, suspicion de collection intratissulaire, bulle dermique, crépitation à la palpation, coloration suspecte, taches chamois ou bleuâtres d'aspect échymotique ou purpurique, nécrose, apparition d'une anesthésie ou d'une doue, leur localisée. L'atteinte osseuse en tant que telle n'est pas une indication à l'hospitalisation en l'absence des autres situations décrites dans cette liste. Le tableau reprend les indications potentielles pour une hospitalisation. Chez les patients diabétiques avec suspicion d'ostéomyélite du pied, examen diagnostique d'imagerie.
Chez une personne diabétique, en cas de suspicion d'ostéomyélite du pied, si une radiographie simple et des résultats cliniques sont fortement évocateurs d'une ostéomyélite, il n'est pas recommandé de pratiquer d'autres examens d'imagerie pour poser le diagnostic, recommandation forte, niveau de preuve faible. Les clichés radiologiques pouvant être normaux, il faut les répéter après 2 à 4 semaines. Si le diagnostic d'ostéomyélite reste douteux, il est possible de réaliser un examen d'imagerie plus précis tel qu'une imagerie par résonance magnétique, IRM, une tomographie par émission de positons tomodensitométrie, TEP-TDM, ou une scintigraphie aux leucocytes marqués, avec ou sans TDM. Recommandation forte, niveau de preuve modéré. Il n'est pas recommandé d'utiliser un biomarqueur sérique pour le diagnostic d'ostéite du pied diabétique. En effet, aucun marqueur biologique n'est suffisamment sensible. Il ne faut pas non plus réaliser de prélèvements microbiologiques systématiques sur des plaies sans signe clinique d'infection. Il est recommandé de réaliser des hémocultures devant des lésions de grade 4, infection du pied avec manifestation générale associée. Il est recommandé d'effectuer une biopsie osseuse pour confirmer le diagnostic d'ostéite, après nettoyage et débridement de la plaie. En effet, le prélèvement osseux est le seul moyen de déterminer avec certitude le pathogène en cause. Le but est d'obtenir l'isolement et l'identification du ou des micro-organismes responsables de l'infection à partir d'un prélèvement, en évitant sa contamination par la flore commensale qui colonise la peau. Elle est obligatoire en cas d'échec d'une première antibiothérapie et doit être réalisée après une fenêtre thérapeutique de 15 jours. Les données disponibles suggèrent qu'un prélèvement osseux obtenu aseptiquement, à savoir par voie percutanée ou en péropératoire et non à travers la plaie, est une méthode sûre qui apporte l'identification la plus exacte des pathogènes véritablement en cause. L'examen histologique peut être plus sensible que l'examen microbiologique si le patient est sous antibiothérapie et plus spécifique en cas de risque de contamination de l'échantillon. L'échantillon doit être immédiatement placé dans un récipient stérile contenant du sérum physiologique pour éviter la dessiccation. Quelle antibiothérapie instaurer? Il n'y a aucune indication à débuter une antibiothérapie probabiliste en cas d'ostéite sans infection associée de la peau ou des tissus mous. Par contre, en cas d'infection des tissus mous, une antibiothérapie, administrée par voie adaptée, est nécessaire chez la quasi-totalité des patients au vu du risque d'évolution vers une forme défavorable. Pour les infections légères et la plupart des infections modérées, un traitement par des agents antibiotiques oraux bien absorbés s'avère généralement suffisante et efficace. Chez les patients dont l'infection est plus sévère, certains cas de grade 3 et la plupart des cas de grade 4, il faut préférer initialement une antibiothérapie parentérale pour atteindre d'emblée des taux sériques élevés, mais un passage à la voie orale est généralement possible rapidement. Le choix du traitement empirique repose sur l'estimation du clinicien du ou des pathogènes en cause et leur sensibilité locale aux antibiotiques, en prenant en compte d'autres facteurs, par exemple antécédents d'allergies médicamenteuses, hospitalisation récente, comorbidité du patient, notamment dialyse rénale, probabilité d'événements indésirables ou interactions médicamenteuses potentielles, disponibilité et coût des divers agents. L'antibiothérapie initiale pour la plupart des patients ayant une IPD sera empirique. L'objectif est de couvrir les pathogènes responsables sans prescrire une antibiothérapie au spectre inutilement large. Le traitement définitif doit ensuite être adapté en fonction de la réponse clinique au traitement empirique et aux résultats d'analyse des échantillons convenablement collectés. Pendant des décennies, des études, presque exclusivement menées en Amérique du Nord et en Europe, ont invariablement montré que les pathogènes les plus communs dans les IPD sont des cocci-aérobies gram-positifs, en particulier S. aureus, et dans une moindre mesure des streptocoques et des staphylocoques à coagulase négative. Des études plus récentes menées sur l'IPD chez des patients vivant dans des climats tropicaux et sous-tropicaux, essentiellement en Asie et en Afrique du Nord, ont montré que des bacilles aérobies gram-négatifs étaient souvent isolés, soit seuls, soit associés à des coccigrammes positifs. Cease consideration, ainsi que la question de savoir si le patient a récemment reçu une antibiothérapie, si des bacilles gram-négatifs ont été isolés dans une culture antérieure récente, si le patient a été fréquemment exposé à l'eau, source possible de P. aeruginosa, ou évolue dans un environnement où des pathogènes sont souvent résistants aux antibiotiques communément utilisés, sont essentiels pour bien choisir l'antibiothérapie empirique. Un traitement empirique ciblant P. aeruginosa,
qui exige habituellement un agent anti-infectieux supplémentaire ou une antibiothérapie à large spectre, est généralement inutile dans les climats tempérés. Il convient en revanche de l'envisager dans les climats tropicaux/sous-tropicaux, où si P. aeruginosa a été isolé dans des cultures antérieures du patient affecté. Bien entendu, les cliniciens doivent réévaluer l'antibiothérapie en fonction de la réponse clinique et des résultats de la culture et de l'antibiogramme, en envisageant une désescalade, antibiotiques sensibles, à spectre plus réduit avec une bonne biodisponibilité orale et les moins onéreux. Le pari antibiotique initial doit couvrir les bactéries le plus fréquemment impliquées dans 6 infections, même en l'absence de staph. Heureuse dans les prélèvements, il faut tenir compte de cette bactérie dans le choix antibiotique initial. Certains éléments de la plaie qui peuvent orienter ce pari. Des propositions d'antibiothérapie adaptées aux micro-organismes retrouvés sont rapportées dans les tableaux. Quelle place pour les nouvelles molécules antibiotiques? Il n'est pas recommandé, à l'exception du tédisolide, d'utiliser les nouvelles molécules actives sur les cocciagrammes, plus en première intention, dans le traitement des infections à coccigramme positif du pied diabétique. Il n'est pas, non plus, recommandé, à ce jour, d'utiliser les nouvelles molécules actives sur les BGN en première intention dans le traitement des IPPPD dus à 6 bactéries. Relais oral. Quand, comment et pour quelle durée? La voie parentérale est à privilégier lors d'infections sévères, en cas d'ischémie, lorsque les molécules utilisées ne sont pas administrables per os ou que l'état du patient est incompatible avec la prise orale. Dans tous les autres cas, la voie orale en ambulatoire est préconisée. Du fait de l'insuffisance de perfusion tissulaire fréquemment associée, il est licite de prescrire les posologies maximales de chaque molécule. Les schémas thérapeutiques recommandent d'utiliser des molécules à bonne diffusion osseuse, parfois en association, fluoroquinolone en cas d'infection à bacilles à gram négatif, rifampicine ou clindamycine en cas d'infection à cocci à gram positif. Le traitement par voie orale permet de réduire la durée de l'hospitalisation, les coûts et le risque d'infection nosocomiale. Pour les infections à staphylocoque, généralement Staph aureus, la question persiste quant à l'indication d'une mono- ou une bithérapie, notamment avec la rifampicine, sur la base de données limitées, se montrer particulièrement efficace sur des infections à biofilm telles que l'ostéite du pied diabétique. Les données soutenant une telle utilisation sont limitées, et la rifampicine doit toujours être utilisée avec prudence, en particulier chez les patients recevant de multiples traitements, et être associée à un autre agent auquel le pathogène en cause est sensible, comme une fluoroquinolone. En cas de traitement chirurgical, résection osseuse, une monothérapie semble suffire, pas d'antibiothérapie antibiofilm nécessaire. Clindamycine, cotrimoxazole, doxycycline, minocycline, linezolide, tédisolide, pour une durée de 3 semaines. En cas de traitement médical seul, préférez une bithérapie, avec la rifampicine pour son activité antibiofilm, fluoroquinolone ou cotrimoxazole, ou liné ou tédisolide plus rifampicine, pour une durée de 6 semaines. La durée optimale du traitement antibiotique des ostéites du pied diabétique n'est pas connue en raison du nombre limité d'études cliniques et l'absence de critères définissant une guérison complète. Malheureusement, il n'existe pas de signe clinique ou examen permettant aux cliniciens de définir la guérison, de sorte qu'un suivi de longue durée, en général d'1 an, est recommandé avant de déclarer l'infection guérie. La durée de traitement recommandée pour l'ostéomyélite était traditionnellement de 4 à 6 semaines, mais elle se fonde essentiellement sur des modèles animaux et sur l'expérience clinique. Certaines études ont abouti à la conclusion qu'un traitement de plus de 6 semaines n'offre pas d'avantages supplémentaires. À ce jour, il est proposé. Si l'os infecté a été complètement excisé, laissant les tissus mous environnants non infectés, une antibiothérapie de 48 à 72 heures, si tous les tissus osseux infectés ont été réséqués, mais que persiste une infection des parties molles, un traitement de 1 à 2 semaines. Lorsque le tissu osseux infecté n'a été réséqué qu'en partie, marge osseuse à prélever en fin d'acte chirurgical en utilisant un nouveau jeu d'instruments stériles. Une durée d'antibiothérapie de 3 semaines. Lorsqu'il n'y a pas eu d'acte chirurgical d'exérèse, un traitement de 6 semaines. Il n'est justifié d'envisager une antibiothérapie suppressive prolongée que chez les personnes ayant des implants orthopédiques ou une zone étendue d'os nécrosé ne se prêtant pas à un débridement complet.